Madame, Monsieur, vous êtes sur Télé Africa, le Maître d'Homme, votre émission de débat sur les questions qui font l'actualité dans notre pays, le Gabon, et au-delà de nos frontières en ce 1er novembre, jour de la célébration de la fête de la Toussaint, mais également du souvenir de tous nos dauphins disparus. Nous sommes donc de service au taquet pour être en phase avec les préoccupations des populations. Le métronome de ce jour reçoit à nouveau, j'ai envie de dire, Alain Mangouadi. Nous l'avons reçu il y a quelques jours sur notre plateau. Il nous fait le plaisir de revenir avec une bonne nouvelle, ce selon, puisqu'il a été porté il y a quelques jours délégué général de la CONACYCED, la convention nationale des syndicats du secteur éducation. Monsieur Mangouadi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité du Maître d'Homme. Vous avez donc été élu il y a quelques jours délégué général de la CONACYCED. Vous succédez à Louis-Patrick Mombo, qui a été un leader emblématique, on va dire, de la CONACYCED, disparu il y a quelques mois maintenant. Bientôt un an. Alors dites-nous, comment vous avez réagi après que les délégués vous aient accordé le quitus, leur voix pour vous porter à la tête de la CONACYCED? Bien, merci. Je tiens tout d'abord à vous remercier de me donner une nouvelle fois l'opportunité d'exprimer sur vos antennes. Effectivement, nous avons organisé le congrès de la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, la CONACYCED. Ce congrès avait pour objectif de revoir les textes, parce qu'il y avait certaines dispositions qui gênaient dans notre fonctionnement, mais également d'élire les nouveaux responsables, comme vous l'avez dit, après le décès de notre camarade Louis-Patrick Mombo, qui a été un leader charismatique, qui a marqué l'histoire du syndicalisme dans le secteur de l'éducation et au Gabon, qui je tiens à rendre hommage à cette première intervention en tant que délégué général de la CONACYCED, et dire que notre organisation a bien tenu à respecter nos textes. Parce que les textes disent qu'au bout de 3 ans, il faut organiser le congrès. Et malheureusement, quelques dysfonctionnements n'ont pas permis que nous le fassions au mois d'avril dernier. Et aujourd'hui, je me réjouis de ce que nous avons donné une leçon de démocratie à la nation tout entière. Parce que beaucoup prédisaient le déchirement de la CONACYCED, mais nous avons su mettre de côté nos égos et nous avons pensé avant tout à la profession enseignante, aux agents du secteur d'éducation, de sortir de ce congrès avec une structure fortifiée, forte, pour pouvoir mener les combats à venir. Donc je me réjouis, mais je sais qu'autour de moi, il y a des hommes et des femmes engagés, déterminés pour la lutte de nos droits. Et c'est ce qui me réjouit en tout cas de voir que notre organisation sort de là renforcée par l'engagement des uns et des autres. Alors, il y a, vous l'avez dit, un aspect important que vous avez mis, vous et vos camarades, en relief, celui relatif donc au toilettage de textes, mais aussi d'importantes résolutions qui ont été prises au terme de ce congrès qui vous porte donc à la tête de la CONACYCED. Et si on commençait par le toilettage de textes, aujourd'hui, que peut-on retenir par rapport à ce travail qui a été fait au niveau justement de texte? Est-ce que vous pensez que votre structure a fait un bon qualitatif? Bon, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on met en place une organisation, au fur et à mesure des dysfonctionnements, le rôle de ceux qui dirigent, c'est de voir comment l'améliorer. Et c'est ce processus-là, et nous pensons qu'il n'est peut-être pas fini, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous avons tout fait pour régler les quelques dysfonctionnements que nous avons observés. Alors, nous voulons avoir le détail justement de ces dysfonctionnements. Le détail, par exemple, vous avez vu, après le décès de Louis-Patrick Mombo, nous avons été obligés de désigner le délégué administratif qui a assuré l'intérim. Nous avons par exemple créé un poste de délégué général adjoint, donc celui qui remplace le délégué général en cas d'absence et qui pourrait assurer l'intérim en cas d'une autre situation. Donc ce sont ces situations que nous avons voulu régler. Nous avons par exemple inséré le fait qu'il y ait une commission de discipline pour régler les petites incompréhensions qu'il y a entre membres, parce que je tiens à rappeler que la CONACYCED est un regroupement des syndicats et d'organisations. Donc, souvent, nous ne sommes pas forcément au niveau, disons, à la même longueur d'onde. Donc, il faut qu'il y ait une structure qui soit là pour régler les situations de conflits qui pourraient se créer à l'intérieur de notre organisation. Alors, ce sont les deux grosses innovations de notre congrès. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que ces textes de vos statuts sont à peaufiner? Qu'est-ce qui manque que vous souhaiteriez, vous, en tant que délégué général aujourd'hui, la CONACYCED, que vous souhaiteriez
mettre davantage au devant du processus justement de solidification de l'entité que vous dirigez désormais? En fait, aujourd'hui, il faut rendre les structures de la CONACYCED plus fortes. Et pour les rendre plus fortes, il faut qu'elles soient autonomes et qu'elles soient présentes sur le terrain. Donc ce sont un peu toutes ces choses qu'il faut agencer, que chaque organisation puisse exprimer et que la CONACYCED, donc le délégué général, reste une sorte de coordonnateur des différentes organisations, avec pour objectif d'impacter les enseignants sur le terrain, d'impacter nos administrations et d'impacter, disons, le ministère de l'Éducation nationale et tous les ministères qui sont associés dans le cadre du secteur éducation. On pourrait parler de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Donc nous voulons être présents dans tous ces ministères, dans toutes ces administrations. Mais pour le faire, il faut que les syndicats membres soient présents. Donc c'est un peu toutes ces situations que nous voulons mettre en forme pour que le syndicaliste ne soit plus seulement le leader et les membres de son bureau, c'est chaque agent, chaque enseignant qui soit se sentir concerné par le mouvement syndical. On va revenir sur ces aspects parce qu'il serait important de savoir la vision qui est la vôtre en termes de touches peut-être spéciales que vous voulez apporter à la tête de la CONACYCED en rapport justement avec ces différents syndicats qui composent ce grand ensemble qu'est la CONACYCED. Revenons sur le congrès, on a parlé des textes, parlons à présent des résolutions. Il y a des résolutions qui ont été prises. Combien sont-elles ces résolutions? Bon, on peut les classer en 3 grandes résolutions. Nous allons par exemple parler de la présence sur le terrain pour, que réduire le fossé entre la base et les membres du bureau que nous sommes. Il y a également la syndicalisation des femmes, parce que nous constatons que dans nos différents bureaux, les femmes ne sont pas très impliquées. Donc nous irons sur le terrain pour que de plus en plus de femmes prennent leur adhésion dans nos différentes organisations et soient actives dans les bureaux des syndicats, mais peut-être voir dans quelques années que le prochain délégué de la CONACYCED, le délégué général, sera peut-être une dame. Donc nous voulons faire la promotion du syndicalisme féminin au niveau de notre organisation. On a quand même vu au début des années 90 un regain d'intérêt du syndicalisme naître chez les femmes. Il y a certaines femmes qui ont été d'ailleurs des leaders. On a en mémoire Christiane Bitoga qui a dirigé le Sénat, par exemple. Et il y a d'autres femmes qui se sont également manifestées au niveau de la FECENA à l'époque. Comment expliquer justement ce déclin? Le déclin, il y a beaucoup de pesanteurs. Les femmes ont souvent beaucoup de responsabilités. Elles ont du mal à allier travail, activité syndicale et quelquefois activité au niveau de la maison. Donc il faut pouvoir les sensibiliser et leur dire que être syndicaliste, c'est avoir des valeurs et des principes. Et lorsque vous êtes très active, vous pouvez être une sorte de coordonnateur, que ce soit chez vous, en milieu professionnel ou à la maison. Mais également, il y a des contraintes au niveau des foyers. Beaucoup d'hommes n'acceptent pas souvent de voir leurs femmes exprimer leur leadership. Donc c'est à nous également d'expliquer à ceux qui sont les époux de ces femmes, de leur dire que non, ils auraient un avantage d'avoir une femme syndicaliste. Moi qui vous parle, mon épouse est par exemple responsable d'une organisation syndicale, je n'ai pas à me plaindre pour ça. Et la femme, évidemment, on sait à l'expérience qu'elle occupe une place de choix au Gabon de tout temps, déjà sur le plan politique, pour parler des organes spécialisés du parti au pouvoir, pour évoquer justement l'engagement de certaines femmes dans la défense des droits des femmes, comme les Honorine Zebitege ou la défunte bien sûr. Maria Gatokumba. Oui. La difficulté que nous avons en milieu syndical, c'est qu'on est souvent taxé de l'opposition. Donc, rares sont les époux ou les parents qui encouragent les gens ou leurs filles à faire du syndicalisme. Mais c'est à nous d'expliquer aux uns aux autres, aux populations gabonaises, que le syndicalisme a des valeurs. Moi qui vous parle, par exemple, au niveau de l'organisation que je dirige, on a par exemple instauré des activités sur le plan de la solidarité. Nous sommes présents dans les familles, dans les maisons des uns et des autres. Quand il y a des situations de bonheur, quand il y a des situations de malheur, nous nous assistons les uns les autres. Donc c'est ce que nous voulons également créer au niveau de la CONACYCED pour que qu'on ne perçoive plus le syndicaliste comme celui qui veut nuire,
c'est par contre celui qui veut aider à l'avancement du pays. C'est une façon pour vous de vous arrimer également à l'ère du temps, puisque pour parler toujours des femmes, hein, il y a cette culture, cette promotion, j'ai envie de dire, de l'approche genre qui est faite aujourd'hui dans notre pays. Et vous vous dites que ce serait bien que la CONACYCED ne rame pas à contre-courant. Bien sûr, et sur le plan international. Nous avons des ambitions également d'adhérer aux organisations internationales, mais on nous exige de faire la promotion du syndicalisme au niveau féminin pour que, quelquefois, quand on vous invite, s'il y a 2 représentants, on vous exige quelquefois qu'il y ait une parité. Donc, voilà. Donc, nous souhaitons que les femmes, en général, enseignantes et ceux du secteur de l'éducation n'aient plus peur de s'engager lorsqu'elles verront les organisations syndicales aller vers elles, qu'elles signent leur fiche d'adhésion et elles vont être responsabilisées forcément, elles vont jusqu'au bout exprimer leur leadership. Et pour terminer sur ce point relatif à l'engagement des femmes dans le mouvement syndical au niveau de la CONACYCED, ça vous fait évidemment plaisir quand vous défendez cette idée bec et ongle, évidemment de vous souvenir toujours, encore et toujours, j'ai envie de dire, de celle qui aujourd'hui est le symbole de la lutte syndicale dans le secteur éducation au Gabon, à qui on a dédié d'ailleurs les enseignants une journée spéciale. Bien sûr, Martine Oulabou. Justement, c'est pourquoi une des résolutions, c'est de mettre en place un mouvement de femmes qui va être une sorte de laboratoire au niveau de la CONACYCED. Dans ce laboratoire, nous allons observer ce leadership et au fur et à mesure les encourager, les inciter, corriger ce qui ne va pas pour qu'elles s'expriment de plus en plus en milieu syndical, mais également participer aux activités qui célèbrent la femme. Par exemple, la Journée internationale de la femme, nous allons organiser des activités en cette occasion, comme la Journée nationale de la femme. Alors, autre résolution prise et dont les résultats sont attendus lors de ce congrès? Oui, les résolutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà de tout faire pour que notre organisation passe un cran au-dessus, c'est-à-dire arrive à adhérer au niveau mondial, aux organisations syndicales mondiales ou africaines. Donc le bureau qui a été élu a la charge d'explorer ces pistes pour que nous puissions sortir de nos frontières et nous exprimer à l'international. Puisque vous avez évidemment une sorte de pense-bête, vous pouvez égrener le chapelet des principales revendications qui ont été arrêtées. On ira dans le détail justement de ces revendications. Vous les avez sous les yeux, oui? Oui, non. À partir des résolutions, nous avons par exemple un souci en ce qui concerne la collecte des cotisations. La CONACYCED est un regroupement. Donc les syndicalistes, les adhérents, prennent leur fiche d'adhésion dans les syndicats. Et ce sont les organisations qui reversent leurs cotisations au niveau de la grande centrale. Donc nous voulons également aller vers les adhérents de nos organisations pour qu'ils aient la culture de la cotisation. Parce que lorsque nous voulons mener des grands combats, il faut avoir des ressources. Il faut que ceux qui adhèrent ne se contentent pas seulement de prendre leur fiche d'adhésion, mais qu'ils contribuent au fonctionnement de nos organisations. Parce qu'une organisation, ça a une vie, ça a des charges. Et les leaders tout seuls ne peuvent pas prendre en charge tout le fonctionnement du syndicat. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice de nos organisations. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est vrai qu'en ce qui concerne le secteur éducation au Gabon, 2 principaux syndicats, j'ai envie de dire, ont souvent occupé le devant de la scène depuis 1990. C'est le syndicat de l'éducation nationale, le Sénat, dirigé aujourd'hui par Fridolin Vemessa. C'est le AFESENA, dirigé par Alain Mwangwadi, donc par vous. Est-ce que vous nous rassurez que les autres syndicats dans le secteur éducation sont aussi organisés que ces deux-là, aussi forts en termes de nombre d'adhérents que ces 2 syndicats-là? Bon, déjà vous dire que nos camarades Fridolin Vemessa et le Sénat, avec un E, était effectivement à la création de la CONACYCED, sauf qu'ils sont sortis. Et aujourd'hui, il y a le Sénat avec 2 E, qui était effectivement dirigé par M. Louis-Patrick Mombo, qui est un syndicat membre de la CONACYCED. Et tous les syndicats de la CONACYCED sont présents sur le terrain. Donc nous voulons juste renforcer cette présence parce qu'il faut que nous soyons plus forts au niveau de l'intérieur du pays. Il faut donc restructurer les bureaux provinciaux. C'est une des missions qui ont été données au bureau national de la CONACYCED, organiser ces bureaux au niveau de la province, au niveau départemental et également dans les établissements, parce qu'il faut que nos représentations au niveau des établissements soient vivantes, parce que ce sont elles qui vont faire vivre le syndicat au quotidien. Un autre point? Oui, un autre point, c'est, on va dire, au plan de la politique générale, c'est la rédaction du nouveau cahier de charges
de la CONACYCED. Il faut que nous le revoyions, il faut qu'on regarde les préoccupations. Et la base nous a rappelé qu'une des préoccupations qui pose problème aujourd'hui, c'est la régulation des situations administratives. Comme nous l'avons déjà dit sur ce plateau, nous ne comprenons pas parce que la loi nous permet d'avoir nos situations, nos salaires qui évoluent. Or, l'administration applique de manière injuste ce qu'ils ont appelé les mesures d'austérité. Et depuis 3 ans, ces mesures d'austérité sont censées être revues, donc annulées. Or, malheureusement, les reclassements n'aboutissent toujours pas, les avancements automatiques ne sont pas exécutés, les titularisations, les intégrations ne sont pas faites. Donc, il y a un souci. Lorsque ces situations ne sont pas réglées, plusieurs enseignants et agents publics ne voient pas leur salaire augmenter. Donc, la base a été claire. Elle veut tout simplement que le problème soit posé. Nous allons boucler la rédaction de notre cahier de charges et le déposer auprès du Premier ministre du gouvernement. Nous tenons également à revenir sur les rappels. Lorsqu'on travaille, on veut vivre correctement de ce qu'on gagne. Et lorsque l'État gabonais doit de l'argent à des agents publics, il faut qu'il fasse un effort, que cet État fasse un effort de payer. Ce que nous voulons, c'est un chronogramme de paiement de ces rappels. Nous l'avons déjà fait il y a quelques années. Le ministère des Finances a mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale, sous la demande des syndicats, une enveloppe pour le paiement des rappels. Si ça a été fait, c'est que ça peut être fait. Aujourd'hui, nous avons un budget de plus de 3 000 milliards. On peut regarder à la vie quotidienne des enseignants, c'est-à-dire prendre une enveloppe au niveau, lors de la grève l'année dernière, nous avons demandé 20 milliards, c'est possible. Ça va aider des Gabonais qui vont pouvoir investir, construire leur maison, s'acheter des véhicules et améliorer leur cadre de vie. Alors, est-ce que dans ce cahier de charges-là, selon vous, les points les plus importants dont il faut trouver des solutions sont les points relatifs à la régularisation des situations administratives des enseignants? Oui, parce que nous pensons que c'est une grosse injustice. Comme je le dis souvent, que la loi nous donne droit à des augmentations salariales tous les 2 ans, 2 ans et 3 ans. Or, aujourd'hui, le gouvernement a mis un niveau d'étranglement, c'est-à-dire qu'il bloque le processus. Nos situations ne bougent pas et ils veulent que nous soyons performants dans notre travail. Or, la loi dit clairement que l'agent public bénéficie d'une juste rémunération. Donc, or, cette juste rémunération est censée provenir de tout ce que nous avons sur le plan de l'ancienneté, sur le plan du point d'indice et autres. Donc, s'il bloque, forcément, nous vivons mal. Et cette situation dérange les enseignants. Vous vous souvenez, comme je l'ai dit une fois, le ministre de la fonction publique avait promis la régularisation des situations administratives. Le chronogramme commençait avec le mois de mai dernier, où tous les reclassements stages auraient dû se faire. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas entendu le ministère de la fonction publique communiquer sur les situations administratives. Justement, Alain Mangouadi, on revient inlassablement sur la même situation. J'ai envie de dire que c'est une forme de rocher de Sisyphe. Est-ce que vous avez, au regard de la forte expérience que vous avez, de la bonne connaissance également du secteur éducation, est-ce que vous pensez qu'il ne serait peut-être pas plus judicieux d'établir une forme de chronogramme avec le gouvernement par rapport à la résolution de tous ces points qui sont dans le bloc en rapport avec la régularisation des situations administratives, sachant que les agents du secteur public de l'éducation ne sont pas les seuls? Nous sommes bien d'accord, mais nous sommes malheureusement ou heureusement les plus nombreux. Oui. Comme on l'a dit sur les plateaux l'année dernière, lorsqu'on dit on veut régulariser les situations administratives, en même temps, si on prend le même nombre dans toutes les administrations, forcément, il y a des groupes qui vont être lésés. Donc, nous sommes d'accord sur le principe d'un chronogramme. Mais pour y arriver, il faut que ceux qui sont en face de nous, c'est-à-dire que le gouvernement, soient sensibles à cette préoccupation. C'est pourquoi le cahier des charges leur sera déposé. Et on espère qu'on ne sera pas obligé d'aller en grève pour attirer l'attention du gouvernement. Nous souhaitons qu'un véritable dialogue social soit mis en place. Le dialogue social commence avec les discussions quotidiennes, mais lorsque le partenaire dépose son cahier des charges, il ne faut pas attendre qu'un préavis de grève soit déposé pour aller à la négociation. Une fois le cahier des charges déposé, nous espérons que le Premier ministre chef du gouvernement nous invitera à la négociation pour qu'on s'accorde sur ce que vous dites tout à l'heure, le chronogramme de règlement des situations des agents du secteur éducation.
Alors, le cahier de charge, après les points relatifs à la régularisation des situations administratives, quel autre point contenu dans ce cahier de charge aujourd'hui représente une priorité pour la CONACYCED? Ce sont les grandes préoccupations. Il y a également les conditions de travail. Nous souhaitons que la construction des infrastructures se poursuive, mais que tous les établissements du Gabon soient mis à la norme. C'est-à-dire que nous ramener les effectifs à 35 élèves par classe, et peut-être même plus bas. Ça veut dire qu'il faut nécessairement, comme je l'ai déjà dit, un plan d'investissement sur 5 ou 10 ans, mais qu'on sache clairement ce qui va être fait au bout d'une certaine durée, et au fur et à mesure que nous avançons, on pourra évaluer le processus de construction des infrastructures. Alors, ce processus de construction des infrastructures, aujourd'hui, semble vous satisfaire, c'est bien ça? Satisfaire une part, mais nous pensons qu'il n'est pas encore... il n'y a pas la part qui devrait revenir au gouvernement. C'est vrai que le financement de l'AFD, c'est de l'argent du Gabon. Mais nous voulons qu'à côté de ce financement, qu'il y ait une part du budget de l'État qui sera spécifiquement réservé pour la construction des infrastructures scolaires, pour régler, c'est-à-dire aménager ceux qui aujourd'hui sont délabrés, mais également pour construire là où le besoin se fait sentir. Je vous disais la dernière fois que la zone d'Ovendo est une zone de tension en ce qui concerne les effectifs au niveau du concours d'entrée en 6e. Nous faisons des gymnastiques pour pouvoir affecter les élèves dans les salles de 6e. Donc, les besoins sont connus. Nous voulons tout simplement que cette planification soit faite. Alors, il y a ces établissements dont on se satisfait évidemment qu'ils aient vu le jour, donc construits, mais souvent construits sans aire de jeu. Oui. Est-ce que c'est pour vous, enseignants, c'est un réel problème? C'est un réel problème. Notre syndicat d'enseignants DPS, membre de la CONACYCED, a bien relevé ce point. Nos camarades de l'enseignement technique également ont relevé parce qu'on a constaté qu'on construit dans l'enseignement général, mais souvent l'enseignement technique est l'enfant oublié. Nous constatons malheureusement qu'on veut aller vers une professionnalisation des enseignements et des formations. Malheureusement, ça ne suit pas. Nous n'avons pas beaucoup de lycées techniques. Quand vous regardez, par exemple, Libreville, nous avons un lycée technique à Ovendo, nous en avons à Bikele, en Toum. On aurait dû avoir un lycée technique dans la zone d'Akanda pour faire que les élèves qui partent d'Akanda n'aillent plus à Ovendo ou en Toum. Donc, il faut continuer la construction de ces établissements. Nous avons, par exemple, une province comme celle de Logou et Vindo qui n'a pas un établissement d'enseignement technique. Donc, il faut poursuivre ce processus. En ce qui concerne les infrastructures sportives, il faut construire des gymnases, il faut construire des aires de jeu, il faut construire des stades pour que l'école soit la source de la production du talent. Alors, vous venez de parler de formation professionnelle. Il y a aujourd'hui ces centres spécialisés dans les métiers professionnels qui ont vu le jour, des centres de métiers multisectoriels également, en Coq, à Vengue, à Port-Gentil, vous pensez qu'il faut... Et puis des réhabilitations également, des centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire. Vous pensez qu'il faut davantage créer des passerelles entre les lycées techniques et ces nouvelles infrastructures de formation professionnelle? Il faut créer des passerelles, il faut en créer davantage. Aujourd'hui, tout le monde va dans l'enseignement général, en se disant que c'est peut-être la voie. Mais vous constatez que beaucoup, quand ils sortent de là, ils vont à l'UOB. Et quelquefois, ils ne s'en sortent pas, ils ne trouvent pas leur voie. Or, il faut offrir des opportunités. Dès la classe de 4e, il faut donner une possibilité d'orientation. La classe de 3e, possibilité d'orientation. Seconde, possibilité d'orientation. Pour que les enfants ne se retrouvent pas embrigadés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans un processus, ils ont l'impression qu'ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Mais justement, est-ce que la construction de ces centres de formation multisectoriels n'est pas... C'est une bonne chose, mais nous voulons qu'ils soient en plus grand nombre. La demande est forte. Regardez seulement quand le concours s'organise. Il y a des milliers de candidats. Il ne faut plus que la formation professionnelle soit une sorte de luxe. Il faut que ce soit à la disposition de chaque enfant ou élève qui aspire à aller faire une formation. Alors, est-ce que vous vous retrouvez parfois, j'ai envie de dire, en train de faire le grand écart entre le souci de pouvoir revendiquer dans le cadre
la régularisation de vos situations administratives donc, qui concernent les problèmes des enseignants et la situation des élèves, des étudiants, celle de leur formation, de leur accompagnement. Comment vous arrivez à concilier les deux? Déjà, le rôle principal de l'enseignant ou d'un syndicaliste, c'est de défendre l'outil de travail. L'outil de travail, c'est l'école, nous en tant qu'enseignants, c'est le cadre de travail, c'est les établissements, ainsi de suite. Ça, c'est notre tâche élémentaire. Sauf qu'à côté de cela, il y a aussi notre vie qu'il faut régler, c'est-à-dire les situations quotidiennes. Ça veut donc dire que si nos textes étaient plus ou moins réglés, il n'y aurait pas ces grands écarts. On se contenterait de poser les problèmes. Mais tant que le gouvernement ne fait pas sa part, nous allons obligatoirement, avec plaisir. C'est vrai qu'à force de répéter les mêmes choses, on a l'impression de s'essouffler, mais je crois que l'autre rôle en tant que pédagogue, c'est aussi de répéter, c'est aussi d'expliquer, en espérant que ceux qui nous suivent vont comprendre la nécessité de nous asseoir sur une table et négocier. Donc, oui, j'avais déjà parlé du paiement des rappels, j'avais déjà parlé du recrutement. Voilà, il y a aujourd'hui près de 3 ou 4 promotions en attente de recrutement. Le ministère de l'Éducation nationale a constaté un déficit en enseignants. Donc, nous souhaitons, comme je l'ai déjà dit ici, que cette préoccupation soit mise sur la table et qu'un chronogramme de recrutement de ces agents soit mis en place. Avec quelle priorité? Mais avec les priorités de combler les déficits dans les salles de classe. Il faut combler le déficit, puisque le déficit est là, il est concret, il est palpable. Aujourd'hui, j'ai suivi encore sur les réseaux sociaux, il y avait des enseignants dans le Gouivindo qui manifestaient, qui étaient en grève, qui n'avaient pas de salaire. On les appelle, je crois que c'est des moniteurs auxiliaires. Mais s'il y avait des enseignants recrutés, on ne recruterait pas sur place, on les appelle des bénévoles. C'est ça le mot qui m'a été donné, des bénévoles. Au Gabon, nous n'avons plus besoin de bénévoles. Il faut former et recruter des gens qui vont être au service de l'État. Mais pour ce faire, il faut déjà que ceux qui ont été formés soient recrutés, mais également relancer les concours internes, les concours externes, pour que ceux qui aspirent à aller enseigner aillent sur le terrain, soient formés et qu'ils soient affectés dans les salles de classe. Donc nous espérons déjà que le gouvernement va se mettre à l'œuvre le plus rapidement possible pour recruter les promotions en attente. Nous parlons, je crois, depuis 2015, les promotions de l'ENS, INGS et autres qui attendent leur recrutement. Nous pensons que le gouvernement peut le faire. Il faut tout simplement que la préoccupation soit prise au sérieux, de manière à ce que nos collègues soient affectés le plus rapidement possible pour régler également le problème de manque d'enseignants dans ces salles de classe. Manque d'enseignants, notamment dans les matières scientifiques. Dans les matières scientifiques. On revient sur ce... Nous revenons sur la même situation. Et là aussi, nous pensons qu'il faut qu'il y ait sûrement un chronogramme, et je crois que nous allons l'insérer dans nos cahiers de charges, un chronogramme pour régler ce déficit. Il faut qu'on sache le nombre d'enseignants dont on aura besoin et dans quelle planification nous allons faire. Nous allons entrer pour que dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, nous ne parlons plus du même déficit. Alors, la part des revendications de la CONACYCED par rapport à la numérisation de l'enseignement au Gabon. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les pouvoirs publics ont mis en relief des politiques qui vont dans le sens de pouvoir réduire la fracture numérique au niveau du Gabon, en créant même une agence dédiée pour ça. Quelle est aujourd'hui la vision qu'est la vôtre dans ce domaine? Bon, déjà, nous sommes à la norme au niveau de nos organisations. Nous sommes gérés, nous aurons nos organisations aujourd'hui avec une certaine numérisation. Nos fichiers, nos adhérents peuvent prendre leur fiche d'adhésion sur nos plateformes de gestion et nos cotisations sont gérées également de manière numérique. Donc, nous sommes d'accord avec ce principe, mais ce qu'il faut, c'est de donner à chaque enseignant la possibilité de se former et de mieux maîtriser les outils informatiques. C'est pourquoi nous également, dans le cadre du syndicat, nous avons relevé la nécessité de former nos adhérents, les former en matière de droits syndicaux, en matière de maîtrise de la norme, en matière de pratique syndicale, mais également en matière
de maîtrise des nouvelles technologies de l'information. Alors, pour rester dans ce domaine-là, celui de nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça part, selon vous, de la formation des enseignants. Ensuite, il faut l'implémenter sur le terrain en partant des centres urbains, les principaux, au niveau avant de toucher les coins les plus reculés. Bien sûr, déjà, nous ne pouvons pas comprendre que dans beaucoup d'établissements, on n'a pas de Wi-Fi. Donc, il faut que le gouvernement regarde dans ce sens, le fait d'outiller, de mettre l'équipement informatique dans tous nos établissements scolaires, qu'avoir l'Internet ne soit plus un luxe, que chaque enfant puisse entrer en possession d'un appareil. Il y avait déjà, il y a quelques années, un projet d'équiper en matériel informatique tous les enseignants. Nous espérons que ce projet sera revu et que chaque enseignant puisse avoir un ordinateur, un équipement qui lui permettra d'être très actif en matière de numérisation. Et il va falloir évidemment encadrer tout ça, puisque aujourd'hui, on rend responsable les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et plus précisément les médias sociaux, réseaux sociaux, comme étant à l'origine des comportements déviants observés chez les enfants. Oui, bien sûr, il faut l'encadrer, mais également, il faut sensibiliser. Nous en avons déjà parlé. Il faut que chacun joue son rôle, que les parents soient attentifs aux sites que les enfants vont aller consulter, mais également, nous, en tant qu'enseignants, que nous attirons à chaque fois que nous le pouvons l'attention de nos enfants en leur disant ce qui est bon pour vous, pour eux, et à quoi servirait normalement l'utilisation d'outils informatiques. Autre point contenu dans votre cahier de charge et qui, évidemment, interpelle ou intéresse les enseignants? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais déjà plus ou moins abordé, les problèmes des enseignants ou du secteur de l'enseignement technique et professionnel. Il y a beaucoup d'équipements qui sont vétustes dans ces établissements. Donc, nous souhaitons également que le gouvernement ait un regard particulier sur ces équipements, mais également les filières qui sont pratiquées. Il faut offrir d'autres opportunités à nos jeunes pour qu'ils puissent s'insérer facilement en milieu professionnel. Je vois par exemple, il y a plusieurs filières qui sont d'activité, qui ne sont plus d'actualité. Quand beaucoup sortent de là, ils ne trouvent pratiquement pas d'emploi parce qu'ils sont obligés ou d'aller à l'USTM ou d'aller quelquefois à l'UOB, mais n'ayant pas le profil qui leur permettrait de dérouler de bonnes études dans ces universités. Donc, il faut nécessairement que nos différentes filières soient regardées de plus près et qu'on intègre également des filières qui sont adaptées à l'évolution de notre société. Aujourd'hui, évidemment, vous voulez par exemple parler des métiers du bois. On sait que le Gabon a un couvert forestier d'un peu plus de 80%. On sait qu'il y a évidemment ce leadership des autorités gabonaises en matière de développement durable, de protection de l'environnement. Vous pensez que ces différents centres de formation professionnelle ou ces lycées techniques-là doivent davantage former les jeunes Gabonais pour aller dans ces métiers? Aller dans ces métiers, mais regardez également ce qui offre plus d'opportunités. Ce qui offre plus d'opportunités, parce qu'il ne suffit pas de donner à quelqu'un une formation et qu'après il se retrouve chômeur. Donc, il faut qu'on examine, parce que nous l'avons déjà fait, il y avait, je crois, une commission qui a travaillé sur l'emploi. Il faut tout mettre sur la table, qu'on sache les domaines qui offrent plus d'opportunités à nos jeunes gens en fonction de notre mondialisation. En ce moment-là, ouvrir les filières les mieux adaptées. Par exemple, en informatique aujourd'hui, je sais qu'à Bikele, ils font informatique. Il faut ouvrir d'autres lycées techniques qui pourraient permettre aux jeunes de pratiquer dans ce domaine. Alors, il y a un secteur informel qui n'est pas, évidemment, puisque c'est informel, organisé dans notre pays, mais qui est détenu par des communautés amies qui vivent au Gabon. Il y a plusieurs petits métiers dans ce secteur-là qui permettent à certains de ces communautés amies de pouvoir se réaliser sur le plan social. Est-ce que vous pensez qu'il y a matière à réflexion, à regarder dans ce sens-là pour former davantage également des jeunes Gabonais qui sont sortis du circuit scolaire et qui peuvent pouvoir se réaliser socialement parce qu'ils seraient devenus vulcanisateurs, ils seraient devenus ébénistes, ils seraient devenus... Moi qui vous parle, j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur un projet appelé Emploi Jeune. À l'époque, le ministre
Angélique Ngoma était encore au ministère du Travail. Nous avons réfléchi pendant plusieurs mois pour mettre en place une stratégie de formation et d'intégration des jeunes dans ces domaines. Nous avons réfléchi d'abord pour donner la formation, mais également le processus d'insertion en milieu professionnel. Si on avait démarré depuis cette époque, on aurait beaucoup de jeunes gens qui seraient aujourd'hui des coiffeurs, qui seraient des vulcanisateurs, qui seraient des agriculteurs. Sauf que nous réfléchissons à chaque fois sur des bons projets, mais malheureusement les moyens qui seraient mis à la disposition pour régler ces préoccupations ou ces situations ne suivent pas souvent. Le projet Emploi Jeune était un projet exceptionnel que malheureusement le gouvernement a enterré lorsque Madame Angélique Ngoma est partie du gouvernement. Alors, vous êtes leader syndical depuis plusieurs années dans le secteur éducation. Il y a les politiques publiques qui sont élaborées par le gouvernement sous les orientations du président de la République au niveau du secteur de l'enseignement, que ce soit technique, professionnel, enseignement général. En matière de matériel didactique, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques. Et c'est souvent à la mode, notamment à l'approche de la reprise des cours ou pendant le premier trimestre, qui offre beaucoup de kits scolaires sur l'ensemble du territoire aux élèves, notamment dans les zones les plus reculées. Est-ce que la pratique vous plaît? La pratique ne peut pas nous plaire. Parce que là où, regardez un peu, un député qui n'a pas une grosse circonscription électorale peut le faire. Imaginez, vous pensez qu'un député de Libreville peut faire la même chose? Ce que nous souhaitons, c'est que les budgets qui étaient prévus pour le fonctionnement des établissements soient remis en place. Pour que les chefs d'établissement sachent quoi faire pour régler les problèmes du matériel pédagogique. En ce qui concerne les enfants, l'État également peut mettre en place, comme il faisait, des sortes de budgets pour aider les familles défavorisées. Parce que pour les agents publics, il y a quelque chose, l'indemnité d'entrée scolaire, qui est donnée pour aider à payer les fournitures scolaires. Mais malheureusement, pour les parents qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas agents publics, ils sont plus ou moins oubliés. Or, l'État a l'obligation de soutenir tous les Gabonais qui veulent aller à l'école. Donc nous espérons que cette situation va être réglée et qu'on trouvera un moyen pour soutenir les personnes en difficulté qui souhaitent envoyer leurs enfants à l'école. Alors qu'est-ce qui vous gêne dans cette pratique? Est-ce que c'est une question d'éthique de voir un politique qui offre une question d'éthique parce que à des élèves? Le député au Parlement, il suffirait seulement qu'il vote la loi qui permettrait à l'État de régler cette situation. S'il va le faire, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a une défaillance de l'État. Maintenant, au lieu qu'il le fasse lui, c'est mieux que ça se fasse au niveau du Parlement, par le gouvernement, pour que tous les jeunes Gabonais qui seront dans cette situation puissent la régler. Alors, il y a aussi d'autres situations qui sont vécues au quotidien par le corps enseignant, par les élèves. Peut-être revenir aussi sur un phénomène de plus en plus décrié, vécu difficilement par les parents, par les élèves notamment. Ces jeunes enfants, ils sont de plus en plus jeunes, qui arrivent en classe de 6e à l'école aujourd'hui, le phénomène de la violence. Est-ce que la CONACYCED aujourd'hui veut faire de cette situation-là son cheval de bataille? Nous l'avons évoqué au cours de notre congrès. Et que proposez-vous? Le Bureau national est censé réfléchir sur la stratégie à mettre en place et poser le problème au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour qu'ensemble nous nous accordons pour voir ce qui peut être fait. Alors c'est un phénomène qui existe quand même depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai que ce n'est pas propre au Gabon, ce phénomène observé en ce qui concerne les comportements, on l'a dit, déviants des élèves. Dans les années 90, on avait beaucoup d'enfants qui ont perdu la vie parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle la cascade. C'était des cascadeurs. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, mais il y a d'autres formes de déviance observées, notamment en ce qui concerne la consommation des drogues dures, des drogues douces. Par exemple, avec le phénomène des cobolos qu'on a vécu il y a quelques années seulement. Et puis, il y a évidemment ces actes de violence, de bagarre avec des armes blanches. Est-ce que on n'est pas au niveau du secteur éducation, on n'est pas en train de négliger cette situation, que ce soit le ministère et ses partenaires sociaux, que vous êtes, vous les syndicats? Nous ne négligeons pas, comme je vous l'ai dit, au cours d'un débat et d'un échange avec vous,
nous avons déjà relevé qu'il faut nécessairement mettre en place une stratégie. Comme vous le dites, les enfants viennent de quelque part et nous ne pouvons pas seulement, en tant qu'acteurs, du moins en tant qu'enseignants et ministères, régler le problème. Parce que si on règle le problème au niveau des établissements, mais quand les enfants vivent en milieu violent, ils vont forcément ramener leurs pratiques au niveau de l'école. C'est pourquoi je disais qu'il faut nécessairement qu'il y ait une coalition entre les parents, l'administration, les enseignants, pour qu'ensemble, nous chassons la violence scolaire de nos établissements, permettez que je répète. Il faut qu'on le fasse forcément. Mais pour cela, il faut que chacun se sente concerné. Il faut, quand on appelle un parent à une réunion de parents d'élèves, qu'il aille écouter. Parce que c'est en milieu scolaire que les choses s'expliquent, que les situations sont relevées. Lorsque les parents également se tiennent à distance de l'établissement de leurs enfants, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Les enseignants également ont l'obligation d'être attentifs à ces pratiques et de sensibiliser pour que le processus pour que les situations ne se répètent plus dans nos établissements. Donc, il faut que chacun fasse sa part. Nous avons dit les parents, nous avons dit les enseignants, nous avons dit l'administration, mettre en place des stratégies au niveau pour dissuader, parce qu'il faut dissuader la violence en milieu scolaire. Mais pour cela, il faut que chaque acteur aussi soit formé. Il y avait au départ un projet de mettre en place une police en milieu scolaire. Il y a ces anciens policiers qui sont dans nos établissements, mais nous avons l'impression que ce qui a été adopté n'est pas très efficace parce que nous rencontrons encore ces pratiques. Il faut peut-être sensibiliser les élèves eux-mêmes pour qu'ils soient là pour annihiler les actes de violence. Par exemple, la scène du lycée d'Olumi, il fallait que ceux qui étaient présents aillent dénoncer. Or, souvent, les plus jeunes, comme vous le dites, ont souvent peur d'aller dénoncer, de peur d'être punis par ceux qui sont dans ces pratiques de violence en milieu scolaire. Donc, il faut réfléchir sur une véritable stratégie pour voir réellement comment faire pour arrêter cette... Alain Mangouadi, vous avez parlé de la formation de vos syndiqués. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de lassitude qui gagne les rangs, qui gagne vos rangs, lassitude en rapport avec justement le fait que la résolution justement de certains points de revendication prend peut-être du temps et puis il y a une forme de lassitude, ou vous pensez qu'il y a une forme de méconnaissance justement de la culture syndicale chez vos syndicats? Nous pensons qu'il y a une méconnaissance de la culture. Je vous prends un exemple. L'année dernière, nous sommes allés en grève et nous avons obtenu quelque chose. La pratique syndicale voudrait que quand l'autre fait un pas, montre sa bonne volonté, nous devons lui faire confiance et voir comment les choses vont évoluer. Malheureusement, il y a eu des petites discordances et c'est ces choses-là qu'il faut expliquer aux camarades, aux collègues, lorsqu'ils seront, et eux également, responsables de syndicats, ils sauront quoi faire pour qu'il n'y ait pas ces crises entre la base et les leaders. Il faut renouer la confiance parce que si nos adhérents ne savent pas réellement ce qu'on fait, ils ne pourront pas nous faire confiance. L'objectif, c'est qu'ils sachent où on va et qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est leur donner le cap, leur montrer le cap, leur dire comment on va fonctionner. Parce que nous savons qu'au niveau de la connaissance, le pouvoir appartient à la base. Et nous, notre rôle, c'est de porter leurs problèmes, les poser au niveau du gouvernement. Et lorsqu'ils constatent que le gouvernement ne réagit pas, ils nous interpellent en Assemblée générale et qu'ils nous donnent la conduite à tenir. Mais la conduite à tenir aussi consiste à tenir lorsque la pression est grande. Parce que souvent, vous savez que le gouvernement utilise la chicotte, qui est la coupure de salaire. Et au cours de la dernière grève, on a voulu nous accorder sur ce qu'ils ont appelé le service minimum. C'est aussi à nous d'aller expliquer à nos adhérents qu'est-ce que c'est le service minimum et comment nous allons le pratiquer pour qu'au moment venu, chacun puisse être mobilisé, aller en grève quand il faut, faire le service minimum puisque c'est le salaire que les gouvernants utilisent pour nous faire chanter, garder notre salaire, mais rester déterminés et faire avancer nos revendications. Alain Mangouadi, alors dites-nous, aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, c'est une pratique également qui est visible dans notre pays, l'engagement constant de certains enseignants.
dans le domaine politique. Certains, évidemment, sollicitent même des mandats électifs. Dites-nous, sur le plan de l'éthique, est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous heurte? Comment concevoir qu'un enseignant, alors qu'il a encore la craie, sollicite des mandats électifs, sachant que s'il est élu, ben, il va devoir laisser la craie et ça fait un trou et aller à l'Assemblée ou au Sénat. Comment expliquer ça? Ça, c'est le résultat du fait que les enseignants sont très mal payés. Qu'est-ce qu'il va chercher à l'Assemblée? Il va chercher un bon salaire. Si vous donnez aux enseignants des salaires qu'il faut, c'est-à-dire que leur situation administrative bouge, et qu'au bout de 15 ans, ils se retrouvent avec le million comme ressources, comme salaire qu'il aurait dû avoir, il n'irait pas se fatiguer à devenir député parce que ce qu'il gagne, il le réinvestit pour essayer d'assurer sa prochaine réélection. Donc, si on veut garder les enseignants dans les salles de classe, il faut améliorer leurs conditions. Et améliorer leurs conditions passe par le fait qu'ils soient correctement rémunérés, comme la loi l'exige. Tout simplement ça. Mais également, on ne peut pas empêcher un Gabonais à qui la loi donne la possibilité de se présenter à une élection, de le faire. Sauf que ce Gabonais-là, lui, il est enseignant. 2023, c'est une année d'organisation d'élections générales, législatives, locales, présidentielles. Les enseignants, ils sont certainement nombreux à être dans les états-majors politiques, seront sur le terrain, certainement battre campagne. Est-ce que ça craint pour les salles de classe? Bon, crainte pour les salles de classe, bon, je n'ai pas encore le chronogramme des élections, donc on ne sait pas à quel moment les élections vont se dérouler. Mais je crois que la campagne, c'est souvent 2 semaines. Mais ils pourront, celui qui sera candidat, pourra s'organiser pour que ses élèves ne soient pas mis en difficulté. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'insiste là-dessus, si nous ne voulons pas que les enseignants aillent tout le temps en politique, beaucoup sont nommés des conseillers et autres, tout simplement parce qu'ils se disent qu'en politique, ils gagnent mieux leur vie. Donc nous voulons que les enseignants gagnent mieux leur vie en demeurant dans les salles de classe. Et pour ce faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que leurs conditions soient revues à la hausse, donc leur salaire, pas forcément des augmentations en matière de nouvelles primes ou autres, mais que ce que la loi est censée nous donner, nous soit donné par la régulation des institutions administratives, par le paiement de ce qui nous est dû, et ainsi de suite. Alain Mwangwadi, 2023, je reviens sur cette année d'organisation d'élections générales. Les états-majors des partis politiques sont déjà en ordre de marche ou en ordre de bataille. La société civile, évidemment, est aussi en train de donner de la voix pour réclamer de la transparence dans le processus électoral. On a vu qu'en 2016, et je reviens sur cette question, certains leaders de la société civile, notamment du secteur éducation, n'ont pas hésité à donner des consignes de vote en faveur de certains candidats. La CONACYCED va-t-elle donner de la voix en 2023? La CONACYCED veut rester neutre dans le combat politique, mais la CONACYCED pourra rencontrer les candidats et voir quel est celui qui a un regard un peu plus pointu sur les problèmes du secteur éducation. Nous sommes ouverts à discuter, à échanger avec tout le monde et voir celui qui va nous proposer un programme alléchant en ce qui concerne la vie dans notre secteur. Avant de mettre un terme à l'émission, vous avez 2 minutes pour conclure, en guise de conclusion, en tant que nouveau délégué général de la CONACYCED. Oui, je tiens à remercier les délégués de la CONACYCED qui m'ont porté à la tête de notre organisation, féliciter et encourager les camarades qui n'ont pas été élus et qui ont fait preuve d'humilité en respectant les résultats des urnes. Je prends le cas de mon camarade qui était mon adversaire, Jules Bibang, que je connais depuis des années. Lorsque nous avons mis en forme la CONACYCED, lui également aurait pu être délégué général de la CONACYCED. Et tous les autres acteurs, tous les autres responsables des syndicats, le délégué général par intérim sortant qui a décidé de ne plus se positionner comme délégué général, et tous les responsables des syndicats du secteur éducation qui ont fait que ce congrès se déroule comme il s'est déroulé, dans l'apaisement. Sauf que maintenant, il faut que nous nous mettons à l'œuvre, qu'on s'organise pour
faire avancer les préoccupations des enseignants. Je vais également rappeler que nous avons enregistré 2 nouvelles adhésions. L'adhésion du CNFEP, qui est un syndicat, qui est le syndicat national de la formation et de l'enseignement professionnel. Nous avons également le SINAP-TP, qui est un syndicat de l'enseignement technique, qui ont adhéré lors de notre dernier congrès. Je tiens à les encourager, à les remercier d'avoir accepté d'adhérer à la CONACYCED. Maintenant, nous allons nous mettre à l'œuvre pour faire aboutir les revendications que les délégués nous ont confiées, que nous allons intégrer dans notre cahier de charges. La prochaine étape, c'est l'organisation de l'Assemblée générale pour présenter le bureau de la CONACYCED et le dépôt du cahier de charges de la CONACYCED auprès du gouvernement et d'inviter les enseignants à se mobiliser lorsqu'ils seront conviés à nos différentes activités. Merci Alain Mwangwadi, c'était donc votre conclusion. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour votre présence dans cette émission Le Métronome. Je rappelle donc que vous êtes le nouveau délégué général de la CONACYCED, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Merci de nous avoir regardés et bonne suite au programme sur votre chaîne.